Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de l'AFSP, le 11e d'une série baptisée Polycritique, pour un webinaire consacré à la COP26 qui s'est tenue à Glasgow le mois dernier et qui évidemment avait pour enjeu la négociation climatique. Alors, les négociations sur le changement climatique sont, on s'en rend compte, devenues une part essentielle des relations internationales. Et au sein de ces négociations, les COP, les Conferences of Parties, jouent un rôle clé. Et la France s'était familiarisée avec ce rendez-vous à la faveur de la COP 21, mais il y en a eu 5 depuis, et aujourd'hui, nous allons donc décrypter la dernière en date, cette COP 26 du mois dernier. La première question qui vient à l'esprit, bien sûr, quand on évoque cette réunion, comme les précédentes d'ailleurs, c'est bien sûr quel bilan peut-on en faire? Cette COP a-t-elle servi à quelque chose du point de vue des émissions de CO2 qui sont une affaire centrale? Et nous poserons, bien sûr, cette question, mais nous la resituerons dans un contexte plus général et plus politique, puisque ce webinaire s'inscrit dans le cadre de l'AFSP, l'Association française de sciences politiques, donc une approche plus politique nous est naturelle. Et cela veut dire qu'on peut décliner la chose en termes de policies et puis en termes de politics, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on peut approcher la question du point de vue des politiques publiques et ou des rapports de force. Et du point de vue des policies, on se demandera quelles mesures concrètes on a vu se dessiner à Glasgow. Du point de vue de la politique internationale, on pourra s'interroger sur le retour de la fracture nord-sud, notamment, que la question du financement à Glasgow semble avoir exacerbé. Et puis, nous intéresserons aussi aux acteurs de la diplomatie climatique. Qui participe à une COP? Les États, bien sûr, mais nombre d'ONG aussi, et en dehors de la COP, toute une société civile à vocation internationale, toute une jeunesse en particulier qui se mobilise dans la rue ou ailleurs. Avec quels effets? Comment? Je m'arrête là, j'arrête les questions, car je ne veux surtout pas empiéter sur le temps de parole que nous devons réserver à nos experts. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un panel particulièrement relevé. Avant de les présenter, les participants à ce panel, j'ajoute juste une chose pour que tout le monde se sente parfaitement on the same page, comme on dit aussi en anglais. Ces webinaires ont vocation à décrypter l'actualité pour tous ceux qui s'y intéressent. On évite donc le jargon ou on l'explique. Il ne sera pas inutile, par exemple, de clarifier des termes qui sont plus techniques qu'ils n'y paraissent, comme atténuation, adaptation, pour que la pédagogie qui nous anime soit toujours au rendez-vous. Je n'hésiterai pas même parfois à demander des précisions si j'ai le sentiment que c'est nécessaire. Voilà, petit préliminaire accompli, petit préliminaire rituel accompli. Les trois experts, les trois collègues, chercheurs, enseignants-chercheurs, qui sont avec nous aujourd'hui par ordre alphabétique, je les présente maintenant. Stéphane Écoute est professeur assistant de sociologie et directeur du Center for Sustainable Society Research à l'Université de Hambourg. Et ses recherches portent sur la gouvernance globale du climat, les transitions énergétiques, les crises et les conflits écologiques. Il a notamment écrit Climatiser le monde, c'était en 2020. Il a été le co-auteur avec Jean Foyer et Edouard Morena de Globalizing the Climate, c'était en 2017 chez Routledge. Et il est le co-auteur avec Ami Dahan de Gouverner le climat, c'était en 2015 aux presses de Sciences Po. Ami Dahan, justement, est notre autre invitée ce soir, directrice de recherche émérite au CNRS, au Centre Croiry de l'EHESS. Elle a été mathématicienne et historienne des sciences. Elle a travaillé notamment sur l'histoire des mathématiques appliquées, des modèles et du changement climatique dans ses interactions politiques. Elle a co-dirigé, entre autres, l'ouvrage Les modèles du futur, c'était en 2006 à la découverte, et elle est donc aussi le co-auteur, par définition, avec Stéphane, de l'ouvrage Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques, paru donc aux presses de Sciences Po en 2015. Amandine Orsini
être professeure de sciences politiques, spécialité relations internationales à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Et elle a publié en 2020 EU Environmental Governance Current and Future Challenges. C'était chez Routledge avec une co-auteure, ou un co-auteur d'ailleurs, Kayata, dont l'initiale est un E, et elle nous dira peut-être de qui il s'agit lorsqu'elle aura la parole. Et elle a aussi publié Essential Concepts of Global Environmental Governance chez Routledge avec Jean-François Morin, et avec qui elle a aussi publié d'ailleurs, et avec Gina, Global Environmental Politics, Understanding the Governance of the Earth. Ils vont dans un ordre un peu différent. C'est Annie Dahan qui aura la première, Stéphane ensuite et Amandine fermera la marche. Ils vont tour à tour nous présenter en une quinzaine de minutes un point de vue complémentaire l'un de l'autre de ce que cette COP26 représente dans l'histoire de la négociation climatique. Après quoi, vous aurez la parole, vous qui nous avez rejoints pour ce webinaire. Alors, en posant vos questions classiquement en utilisant le bouton Q&R, merci de réserver vos commentaires par ailleurs au chat. Et vous pouvez bien sûr avoir une conversation parallèle en quelque sorte via ce chat. Nous le regarderons le chat en cours de route, mais réservez bien le bouton Q&R pour les questions. C'est déjà assez compliqué de repérer les questions dans une des deux boîtes. Quand on doit naviguer entre deux boîtes, c'est encore plus compliqué. Voilà. Merci d'être parmi nous, amis, pour nous mettre cette COP26 en perspective historique, parce que vous suivez ces négociations climatiques depuis maintenant pas mal de temps, et le livre que vous avez fait avec Stéphane, d'ailleurs, était une forme d'histoire de 2 décennies de négociations climatiques, et puis bien sûr, en arrivant jusqu'à l'actualité, puisque c'est elle qui nous occupe aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci bien. Donc effectivement, moi je vais essayer de mettre en perspective cette COP26 dans la longue histoire des COP. Les COP, c'est les conférences des parties, of parties, c'est-à-dire en gros des pays, des parties prenantes à la convention. Cette convention, elle a commencé en 84, elle a été établie au sommet de Rio en 92, elle s'est réunie pour la première fois l'UNFCCC en 94. Et à partir de là, il y en a eu effectivement chaque année, sauf en 2020 à cause du Covid. Bon, et donc cette question de l'échec ou de la déception que l'on peut avoir, qui était la question d'entrée de jeu que vous avez posée, Christophe, eh bien, je crois que c'est une question qui est récurrente depuis à peu près 25 ans. Bien sûr, ça ne veut pas dire que rien ne bouge, mais il y a toujours cette idée, on s'attend à mieux, on s'attend à plus, et on est déçu un peu des résultats. Et puis, dans l'ouvrage que nous avons écrit, donc, qui était l'année de l'accord de Paris, donc en 2015, on faisait déjà le bilan de la première période, eh bien, on se disait que, quelles que soient les avancées, là, finalement, les émissions, elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Donc ça, c'est quand même un constat assez terrible. Les émissions, quelles que soient ces COP, quelles que soient les discussions, elles augmentent. Mais je crois que ce n'est pas inintéressant, là, pour cette première intervention, de rappeler le découpage. C'est-à-dire que entre en 1994 et grosso modo 2002, eh bien là, c'est la première période qu'on a appelée celle du protocole de Kyoto. Enfin, car le protocole de Kyoto, ça durait un peu plus, mais c'était plein d'espoir, ça avançait un peu, ça avançait assez vite. Il faut reconnaître que le problème climatique lui-même n'était pas unanimement reconnu comme un danger général, pas du tout. Et même les pays en développement pauvres bien considéraient que finalement, ils n'y croyaient pas trop, hein. Ils pensaient peut-être que c'était quelque chose qu'on mettait en avant, que les experts ou les scientifiques mettaient en avant, etc., pour empêcher leur développement.
eux, ils avaient droit au développement. Voilà, et cette décennie où on leur disait, il y a ce problème, il va falloir faire attention, réduire et tout ça, bah, c'était pas bien reçu du tout. Et donc, ces 10 premières années, je dirais, du processus, c'est un moment où on négocie, mais entre pays du Nord, puisque finalement, c'est seulement les pays du Nord qui auront, dans cette première période, des engagements, qui devraient en avoir. Donc, c'est l'objet de la négociation qui va aboutir finalement assez vite en 97 au protocole de Kyoto, en 3 ans. Et là, les pays du Nord, l'Europe, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, bien sûr, et la Russie, eh bien, l'idée, c'est qu'ils aient des réductions d'émissions à faire dans une première période d'ici 2012 par rapport à 1990, et ensuite l'idée d'une deuxième période qui va suivre jusqu'à 2020. Bon, ça avance. Finalement, chacun essaye d'en avoir le moins possible, d'une certaine façon, parce que c'est un fardeau, il faut essayer d'en avoir le moins possible. Et il y a toute une grammaire du marché avec des permis d'émission, enfin, une énorme, je dirais, usine à gaz de permis d'émission qu'on va s'échanger. Si on fait des investissements dans le sud, eh bien, ils sont déductibles des émissions qu'on fait dans le nord, etc., etc. On n'a pas le temps peut-être de rentrer dans le détail de tout cela. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a pris beaucoup de temps dans la négociation, mais que dès la fin des années 90, on s'est aperçu que les États-Unis, finalement, ils ne voulaient pas vraiment, et très vite, ils vont annoncer leur retrait du protocole de Kyoto, parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans quelque chose qui pourrait pénaliser leur économie, alors qu'ils pressentent que la Chine et les grands émergents, ce qu'on appellera peu après les grands émergents, risquent de devenir des rivaux stratégiques pour eux, surtout la Chine évidemment, et qu'eux, ils n'auraient aucune contrainte. Donc en 2002, les États-Unis annoncent qu'ils se retirent. En bref, leur niveau de vie n'est pas négociable, dit le Sénat américain, etc., et Bush, le deuxième Bush, etc. Et à partir de là, on va avoir de 2002, je dirais, jusqu'à l'accord de Paris, avec bien sûr une date très importante qui est la conférence de Copenhague en 2009. Eh bien, bon, on piétine un peu, on négocie, on se familiarise au problème. Les COP deviennent de plus en plus, d'une certaine façon, un événement qui fait date chaque année, de plus en plus. Ce phénomène que vous avez pointé dès le début, c'est-à-dire le fait qu'il y a un off avec la société civile, d'autres partenaires qui ne sont pas les délégations des États, mais qui viennent, qui se familiarisent, les ONG, etc. Bon, c'est quelque chose qui grossit. Et ce qui est très important à dire, c'est que de 2002 à 2009, d'une certaine façon, les pays en développement pauvres, dont je disais tout à l'heure qu'ils n'étaient pas vraiment concernés par la question climatique, ils avaient tendance un peu à dire non, ils vont se familiariser avec cette question et surtout, ce que nous avons un peu pointé dans notre suivi des COP, c'est l'alliance, je dirais, stratégique qui a été opérationnelle entre les scientifiques, c'est-à-dire le GIEC, qui est dans les COP, ce qu'on appelle IPCC, bien sûr, en anglais, qui jouent un rôle majeur pour expliquer la question scientifique, l'expertise, les dangers, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la température moyenne qui va augmenter, pourquoi, quelles sont les autres répercussions, etc. Donc, ces scientifiques font un travail de pédagogie extrême. Tout de suite, pas du tout. Et donc, cette alliance entre les ONG, les scientifiques, elle va s'étendre et englober les pays en développement pauvre, qui sont aussi travaillés par les ONG, etc. Et au bout de quelques années,
on peut dire qu'en 2007, c'est acquis. La plupart des pays en développement pauvre vont reconnaître que non seulement le changement climatique existe, mais qu'ils en seront les premières victimes, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'adapter à eh bien, les dégâts que ce changement climatique va donner. En particulier, la hausse du niveau des mers. S'il y a hausse des températures, il y a forcément fonte des glaces et hausse du niveau des mers. Et ça concerne les deltas, en particulier dans les pays du Mékong, du Bangladesh, etc. C'est aussi des changements dans le comportement des précipitations, des moussons, etc. Toutes choses qui sont étudiées par le GIEC avec des rapports spécifiques. Il va y avoir des problèmes de sécheresse, etc. Et comment vont-ils s'adapter à tout cela alors qu'eux n'ont aucune responsabilité historique? Donc là, voilà en gros ces années-là. Et pendant ces années aussi, la Chine et ce qu'on appelle de plus en plus les grands émergents, la Chine qui connaît une croissance, évidemment, tout le monde sait, absolument spectaculaire pendant cette première décennie du siècle, eh bien, elle arrive quand même à garder le lead, à opérer une sorte d'alliance comme ça de tout le groupe des pays en développement, ce qu'on appelait à l'époque le G77 plus Chine, qui en fait a très rapidement grossi et atteint 132 pays, qui ne sont pas les pays du Nord, bien sûr, ou développés, qui sont les autres. Et donc, malgré le fait qu'elle était de moins en moins un pays pauvre, en développement, comme les autres, elle arrivait à garder ce lead-là. Et à Copenhague, là, la situation un peu éclate au sens que bon, Obama est là, on espère que les États-Unis vont revenir dans le processus, que là, les démocrates agissent différemment des républicains qui avaient la question du climato-scepticisme un peu dans leur ADN. Eh bien, de fait, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas du tout. C'est un grand choc d'échec, cette conférence de Copenhague. Et ce qui apparaît, c'est le rôle stratégique de la Chine qui rencontre les Américains, etc. Et finalement, il apparaît clairement que rien ne pourra vraiment avancer si les pays émergents et les autres n'entrent pas dans le processus avec une place analogue à tous les autres pays, c'est-à-dire des choses à faire. Et bon, comme ça avance très peu, après Copenhague, le processus est en danger, etc., eh bien, il est quand même sauvé par qui? Par les pays en développement, pauvres, qui tiennent beaucoup à ce processus, il faut ici le dire et l'expliquer, parce que c'est une arène où ils sont reconnus, où ils ont une voix à l'instar des grands pays, ils peuvent s'exprimer, ils ont l'impression d'exister, et ils commencent à faire avancer leurs propres revendications. Et donc, après Copenhague, et après cette conférence de l'année suivante à Cancun, où le processus est un peu sauvé par la présidente mexicaine, qui va devenir d'ailleurs la présidente de l'UNFCCC quelques années plus tard, eh bien, je crois que là, on peut dire qu'on commence à se dire qu'on va aller avec une autre méthodologie qui est, au lieu d'être top-down, du bas, enfin rechercher un traité et avec des objectifs pour chacun, ça c'est impossible, ça a été finalement très difficile déjà entre pays du Nord et développés, alors avec tous les pays c'est presque impensable, donc on va s'engager dans un processus plus volontariste. Et finalement, les dernières années qui précèdent l'accord de Paris, c'est ça, qui aboutit à cet accord de Paris où finalement, c'est une démarche totalement volontariste, mais totalement volontariste, ça veut dire aussi chacun annonce ce qu'il veut, ou ce qu'il peut, ou ce qu'il pense pouvoir, etc. Donc, je ne vais pas je crois, je laisse à Stéphane l'idée de décortiquer ce qui se passe dans les 5 dernières années, et peut-être j'y reviendrai aussi, parce que bien sûr j'ai suivi quand même ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que
cette partie est très importante parce que les caractéristiques du processus, finalement, ils restent encore valables. C'est-à-dire, on a un hiatus, on a appelé ça un film de réalité, mais c'est un écart entre le monde réel qui se développe, les émissions qui augmentent, la concurrence économique de tous contre tous, l'expansion du mode de vie occidental, y compris pour les pays en développement et émergents, qui reste un modèle pour eux et un modèle qu'ils cherchent à imiter, qui leur fait envie, etc., et qui est en même temps extrêmement prédateur du point de vue des émissions et de la détérioration des conditions climatiques, c'est quelque chose qui n'a pas changé, qui a commencé très tôt dans le processus, on peut dire dès la fin des années 90, et qui s'est toujours perpétué. Donc cet écart, il est là. Enfin, il y a un certain nombre de choses, on a vu dans les dernières années, qui cherchent à, maintenant à l'accord de Paris, bien sûr, c'était un grand moment, un grand momentum, voilà, ça, on avait réussi quelque chose, etc. Mais l'écart, le hiatus entre ce qu'on dit qu'on va faire, etc., et le véritable contrôle des possibilités de le faire, parce qu'il faut bien, évidemment, ici on en est tous persuadés, c'est une transition, c'est un changement titanesque. Et de fait, les conditions de discussion de ce processus, c'est de ne jamais rentrer dans le détail des choses, se donner des objectifs. On a dit en fin de tuyau, baisser les émissions de tant de %, etc., à tel horizon. Au début, c'était un horizon très lointain, et maintenant, c'est un horizon beaucoup plus proche. On est plus dans les 2050, alors qu'au début du processus, on était toujours à la fin du siècle, y compris les scénarios du GIEC, à la fin du XXIe siècle, et y compris quelquefois pour les 2 siècles à venir. Donc, on a rapproché les échéances, mais on n'a pas changé le détail. Je crois que Glasgow, c'est peut-être la première fois, et on en parlera certainement avec les autres intervenants, que la question de sortir des fossiles a été vraiment explicite, même si voilà, ça n'a pas été aussi loin qu'on le croyait, etc. Mais au moins, c'est arrivé. Et je crois que les COP, finalement, c'est plus une chambre d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde. Ami, on t'a perdu. Ta connexion est un peu instable. Mais tu es revenu. Mais tu as conclu par une définition de la COP, ce qui était quand même très, très utile, Oui. et l'idée de chambre d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde. Auparavant, un grand merci d'avoir si bien planté le décor, grâce à ton expérience, à ton suivi depuis longtemps de ce processus, et de nous avoir montré combien ce processus, combien les COP reflètent le jeu international classique dans une grande mesure. C'est-à-dire qu'on retrouve les rapports de force, on retrouve la fracture nord-sud, on retrouve finalement ce qui se passe à l'OMC à certains égards, alors que bien sûr l'enjeu est tout autre et pourrait dépasser les négociations. Mais comme tu l'as dit, pour finir, au-delà de ce multilatéralisme-là, il y a le rôle des scientifiques et le fait qu'on enregistre dans ces chambres d'enregistrement, comme tu le dis, des évolutions qui se trouvent à l'œuvre, qui sont à l'œuvre ailleurs dans les pays, et partout dans les pays et dans les sociétés. Alors, tu as déjà passé le relais à Stéphane, en fait, en l'invitant à connect the dots, en un sens, à couvrir les années récentes et bien sûr la COP, dont tu as déjà, Ami, montré qu'elle avait apporté des petites nouveautés et parfois même des grandes nouveautés. Donc, Stéphane, toi, tu y étais et ça vaut la peine que tu nous plantes le décor, non pas cette fois-ci d'un point de vue historique, mais quasiment d'un point de vue ethnographique. Absolument. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et je vais maintenant partager mon écran et essayer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Donc,
Oui, je pense que je peux tout à fait poursuivre dans la même, sur la lancée de Ami. Donc, cette histoire de chambre d'enregistrement, je pense que c'est vraiment une façon importante de voir les COP. Parce qu'au fait, ce qu'on a vu à Glasgow, une des particularités, peut-être, ça a été l'écart entre les différentes jugements, entre ce que disaient les observateurs. D'un côté, on avait, militants, bien évidemment, d'un côté, on avait le blablabla, au fait, de Greta Thunberg, qui était au fait un slogan qui était repris même dans l'arène à Glasgow. Donc, est-ce que ça sert qu'à parler? Ça ne sert que des bonnes paroles, mais en fait, les émissions augmentent. De l'autre côté, il y a eu, par des observateurs un peu aguerris du processus, des analyses plutôt bienveillantes, en fait, qui disaient ça a relancé ce processus, il y a eu des avancées importantes, et notamment cette question de l'inclusion pour la première fois, ce qui peut paraître surprenant, d'une mention explicite à sortir des subventions aux énergies fossiles et de diminuer le charbon. Donc, qui a été repris dans le texte final de cette COP. Mais je ne vais pas m'attarder tout de suite sur ça, mais je vais plutôt prendre peut-être un peu de recul et de demander d'abord pourquoi qu'est-ce qu'on peut attendre des COP, d'une certaine façon, dans l'état actuel des choses. Et pour cela, je pense qu'il faut se rappeler peut-être d'abord de la logique de l'accord de Paris. Et ici, je montre une représentation en fait de ce que fait l'accord de Paris ou l'architecture de Paris. C'est-à-dire, c'est une architecture en fait qui vise à renforcer progressivement ce que font les États, qui est non contraignant dans le sens où les États peuvent soumettre les politiques nationales qu'ils veulent. Ça s'appelle les NDCs, les Nationally Determined Contributions. Et l'espoir, c'est que par la transparence, par la discussion mutuelle de ce que font les États, par la pression aussi de la société civile et de la communauté internationale, on aura un renforcement successif de ces indices. À ce s'ajoute, ce n'est pas seulement les indices, il y a aussi les objectifs à long terme, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. Je pense que ce qui est important, donc, c'est l'approche par le bas, qui renforce d'une certaine façon ce que Ami disait sur l'histoire des COP. Donc, l'histoire des COP, déjà, c'est une machine très lente. On avait appelé ça dans notre une fabrique de la lenteur parfois. C'est toujours le processus pour le processus, c'est garder vivant le processus. Et l'incapacité, au fait, de parler concrètement de comment opérer la transition. Là, on ne parle carrément pas, au fait, on ne négocie pas sur les objectifs de réduction. Et ça, c'est très important, je pense, pour apprécier, au fait, ce qu'on peut attendre d'une COP comme ça. Donc, elle ne peut qu'enregistrer, d'une certaine façon, ce qui a été rendu possible ailleurs. Mais c'est aussi une gouvernance, au fait, souple, c'est une gouvernance aussi discursive, c'est une gouvernance qui s'ouvre aux acteurs privés, aux initiatives sectorielles. Et on a vu ça de manière très, très forte à Glasgow. J'y reviendrai. Donc, qu'est-ce qui était à l'agenda vraiment à Glasgow? Qu'est-ce qu'il fallait décider? Premièrement, c'était de finir l'architecture de Paris, parce qu'il y avait encore des pans, au fait, de cette architecture qui n'étaient pas décidés, qui étaient restés ouverts, donc sur les mécanismes de transparence, par exemple, mais aussi sur les mécanismes de marché. Et deuxièmement, la question était de démontrer au fait que l'approche souple de l'accord de Paris fonctionne. Donc, au fait que Paris est toujours en vie après 2 ans de pandémie, qu'en termes de soumission des pays, mais aussi de soumission des acteurs privés, au fait, on est dans les clous. Donc, concernant ce premier point, l'architecture, là, au fait, Glasgow, bien évidemment, a été un succès. Il faut le dire. Donc, le Paris Rulebook, cet ensemble de mécanismes, de règles, etc., pour que les États soumettent, pour qu'il y ait de la transparence, sur ce qu'ils soumettent, etc., est en place maintenant, finalement, les derniers
dernières choses ont été négociées, 6 ans après Paris quand même. Et notamment, un des grands sujets qui était ouvert, c'est sur les marchés, sur les mécanismes de marché, le fameux article 6 de l'accord de Paris. Bon, le problème ici était de savoir si on allait créer finalement des marchés en forme de passoires, des gros échappatoires en fait pour certains pays. C'était notamment l'Australie et le Brésil qui avaient joué un rôle très très dur en fait lors des dernières négociations à Madrid. Mais on a réussi à éviter le pire, je dirais, sur cela. Certaines concessions ont dû être faites, mais en gros, on va créer des marchés qui pourraient, si tout se met en place comme il faut, être à peu près robustes, ce qui n'évitera pas tous les problèmes qu'on a eus avec le protocole de Kyoto, et Ami en a parlé tout à l'heure, évidemment, sur cette usine à gaz potentielle que représentent ces marchés. Mais on verra. Là, en tout cas, pour les règles, le pire a été évité. Ensuite, une deuxième, donc sur cette question de est-ce que la gouvernance climatique est encore vivante, là, il faut dire oui. Donc, avec 40 000 personnes accréditées, c'était autant de personnes que jamais. Ici, on voit la Climate Action Zone, en fait, à Glasgow, qui était l'action, la zone, en fait, pour les entreprises, pour la société civile, mais il faut dire pour la société civile plutôt, les villes, les entreprises, etc., alors que la société civile militante était plutôt en dehors et faisait manifester en dehors et à l'intérieur de la conférence. Et c'était aussi, cet espace a pris au cours des années de plus en plus d'importance, aussi d'une part parce que les COP se sont transformés, parce que il y a cette volonté d'associer le secteur privé, d'associer les villes, etc. Mais aussi, il y avait cette année, tout particulièrement, en fait, le gouvernement britannique misait sur cet effet d'annonce. En fait, Boris Johnson, dans son style habituel, avait dit avant que son agenda était coal, cash, cars and trees. Donc, le charbon, l'argent, la voiture et les forêts. Et ça renvoyait à une stratégie de gouvernance par club, en fait, donc d'annonce lors des premières journées d'une véritable avalanche en fait, d'initiatives, commencé par une initiative sur le méthane, menée par les États-Unis, puis un deal sur les forêts, un autre sur les transports maritimes. Là, il était question de créer des corridors de neutralité carbone, une initiative sur les voitures pour arrêter les voitures à essence à l'horizon 2040, un autre sur le désinvestissement, mené par l'ancien directeur de la Banque centrale d'Angleterre, Mark Carney, qui réunit un ensemble d'acteurs privés, les Net Zero Asset Managers, ça s'appelle, et voilà, tout un ensemble d'autres. Là, vous voyez encore un, qui était assez significatif, celui-ci, sur le pétrole, sur les investissements ou la sortie des investissements en termes de pétrole et de gaz, la Beyond Oil and Gas Alliance, menée par le Danemark et le Costa Rica ici. Ce qu'il faut dire sur ces annonces, c'est qu'il y a une ambiguïté profonde là. D'une part, il y a cet effet effectivement d'entraînement, de momentum qui est créé par les COP et qui peut mener à des initiatives importantes, justement sectorielles, comme disait Ami tout à l'heure. Il est très difficile dans les négociations elles-mêmes de parler des questions, par exemple, de subventions aux énergies fossiles, mais ça peut être fait dans des initiatives en marge des COP. Oui. Mais bien évidemment, il y a toutes sortes de, je dirais, il y a des annonces qui ont été plus ou moins crédibles, il y a des formes de recyclage de choses qui existaient déjà. Il y a certaines de ces annonces dont on ne sait pas très bien, en fait, quelle sera leur postériorité, comment ils vont se développer, est-ce qu'ils vont pouvoir se formaliser, etc. Donc, il y a une forme aussi de volonté peut-être de masquer le manque au fait de réduction effective effectuée par les pays et de soumission en termes de plan national de climat, de NDCs, qui effectivement, en amont de Glasgow,
était très insuffisant pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui sont de garder le réchauffement à bien moins de 2 degrés, bien en deçà de 2 degrés, et voire viser 1,5 degré. Et on voit ça très bien, en fait, cette ambiguïté. Quand on regarde, là, il y a un tweet qui a été émis au moment de la conférence par Fatih Birol, qui est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, et qui avait fait son calcul, en fait, avec on a l'impression que c'est un peu un calcul de coin de table, mais probablement c'est un peu plus. Mais en tout cas, fait par les experts de l'Agence internationale de l'énergie, disant que voilà, si on compte toutes les annonces qui ont été faites, maintenant, on est à 1,8 degré. Et quand on a vu des graphiques ensuite comme ça, avant Glasgow, on était à 2,7. Puis, juste avant Glasgow, il y a eu une série d'annonces qui nous ont emmenés à 2,2. Puis maintenant, on serait à 1,8. Ça, c'est bien évidemment de la fantaisie la plus totale. Ce n'est pas du tout ce qui est acté. Bien évidemment, il y a des annonces. Bien évidemment, il y a des initiatives. C'est très bien. Mais pour l'instant, il faut vraiment attendre ce qui se concrétise, ce qui se formalise. Et ce type d'enchantement, au fait, il faut y être vigilant, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre maintenant en termes de plus de politics, peut-être puisqu'on était demandé aussi de parler de ça, et puisque en fait, il y a de nouveaux clivages et d'anciens clivages qui sont devenus très visibles à Glasgow à nouveau. Il faut dire que les COP, de manière générale, la gouvernance climatique témoignent, c'est un reflet, d'une certaine façon, des fractures de notre monde. On a vu, par exemple, un des grands manqués de cette COP, comme beaucoup de COP antérieures, était le manque de solidarité Nord-Sud. Même s'il y a eu de nouveaux financements pour le fonds d'adaptation, par exemple, qui est un fonds qui a été créé au moment de Kyoto, donc qui est assez ancien déjà, qui existe depuis 2001, et qui a reçu pour la première fois 356 millions d'euros, de dollars probablement, donnés notamment par l'Allemagne, par les États-Unis, par l'Europe. Mais quand on regarde l'ordre de grandeur des financements qui sont requis, notamment pour l'adaptation, et l'histoire de promesses non tenues, il y avait notamment une promesse de remplir un fonds vert à hauteur de 100 milliards d'euros. Et en amont de Glasgow, ces 100 milliards n'ont pas été atteints. Quand on regarde aussi que la crue en Allemagne, la crue récente en Allemagne a coûté à elle-même, en fait, l'État allemand a mobilisé des aides à hauteur de 30 milliards d'euros. Donc, on voit très bien l'ordre de grandeur entre ce qui cause un seul événement extrême et ce qu'on est prêt à débourser sur la scène internationale. Il y a eu aussi des déplacements géopolitiques. On a les États-Unis qui sont vraiment de retour, mais de retour en même temps, on a toujours un peu l'impression que c'est un géant en pied d'argile. Au fait, ils sont de retour, mais on ne sait pas très bien combien de temps, quand le prochain gouvernement conservateur va ressortir, ou républicain va ressortir de l'accord. On ne peut pas leur faire confiance, en gros. On a le retour de Biden, on a l'initiative sur le méthane qui a été lancée, qui est une initiative importante, mais on a toujours le même problème, en fait, de passer des lois climat à l'interne. Et donc, comme au niveau interne, c'est difficile, ça devient très compliqué, au fait, de faire pression sur les grands émergents pour qu'ils accélèrent leur transition, parce que c'est bien là le grand clivage, ou un des grands clivages actuels. C'est entre les pays industrialisés, les anciens pays industrialisés du Nord, en fait, qui ont enclenché plus ou moins profondément, plus ou moins rapidement, etc., mais qui ont enclenché leur transition, et les pays émergents qui disent qu'ils ont encore besoin de temps, en fait, pour croître, qu'ils ont encore besoin d'espace carbone pour se développer. Et ça a mené à un des moments clés, au fait, de la COP. Ici, vous voyez le ministre de l'Environnement indien, Bhupender Yadav,
je ne sais pas si je prononce bien, mais probablement pas tout à fait, mais qui, durant en fait, la plénière de samedi, donc le dernier jour de la conférence, juste avant l'adoption du pacte de Glasgow, a créé un moment en fait, d'extrême tension en refusant d'accepter la formulation finale sur la sortie du charbon, en disant on ne peut pas accepter cette formulation de sortie du charbon sans qu'il y ait une différenciation claire entre pays du Nord et pays du Sud. Et donc, finalement, le compromis qui a été trouvé, c'était phase down au lieu de phase out. Donc, en fait, réduire au lieu de sortir. Mais je pense que c'est important, au-delà de la formulation précise, c'est important dans le sens où on voit très bien que dans ces négociations, maintenant, il y a deux grandes lignes de fracture. Et ces deux grandes lignes de fracture, c'est une qui est vraiment la ligne ancienne entre Nord et Sud et qui revient tout le temps, qui c'est plutôt sur les questions en fait, d'adaptation et de finances. En fait, les pays du Sud voulant que les pays du Nord, qui sont responsables du réchauffement actuel, financent leur adaptation, leur aide à s'adapter, leur aide aussi à faire face aux pertes et dommages, qui est un autre sujet des négociations présents et futurs. Et puis, l'autre clivage entre donc maintenant les émergents et les pays du Nord, où la question, en fait, ce n'est pas seulement les pays du Nord, c'est aussi les pays vulnérables qui ont un intérêt au fait que les émergents enclenchent leur transition, qu'ils accélèrent, puisqu'ils vont en souffrir, bien évidemment. Aujourd'hui, les nouvelles émissions viennent très majoritairement des pays émergents et dans le futur, ça va être encore plus. Donc, en fait, leur intérêt, c'est que tout comme ceux des pays du Nord, c'est que les émergents réduisent plus rapidement. Et donc, il y a une sorte de jeu autour de la rapidité de la réduction dans les pays émergents, et bien évidemment de les pays du Nord, d'une côté, et de la question de l'équité et des financements de l'autre côté. Et le compromis qui est le plus souvent trouvé à la fin, c'est que les pays du Nord lâchent sur la demande pour la rapidité des réductions dans les émergents, et les émergents lâchent sur la question d'équité. Donc, finalement, c'est les pays les plus vulnérables qui trinquent doublement, puisqu'ils ne reçoivent pas les aides qu'ils veulent à hauteur qu'ils veulent, et la réduction des émissions est retardée. Et c'est ce qu'on a vu aussi à cette occasion-là. Donc, on peut s'attendre, en fait, il y a d'ailleurs une chose qui a été enclenchée à la COP de Glasgow. Il va y avoir un nouveau cycle de négociations sur un nouvel objectif de finances. Pour l'instant, c'était 100 milliards par an à partir de 2020. Et maintenant, jusqu'en 2024, il va y avoir des négociations sur un nouvel objectif. Et ça va être des négociations extrêmement tendues. On peut s'attendre à ce qu'ils deviennent vraiment un nouveau clivage, à mesure aussi que les dégâts du réchauffement deviendront plus visibles. Voilà, je m'arrête peut-être ici et on reviendra dans la discussion sur si la question peut-être de la société civile, puisque une chose, un dernier mot peut-être, ce qu'on a vu aussi à la COP, c'est que les sociétés civiles, quoi qu'on en dise, et les mouvements sociaux aussi, se sont à nouveau emparés de ce moment de la COP, ont utilisé ce moment de la COP pour faire entendre leur voix. Et donc, c'est encore une façon de juger au fait de l'importance de ces événements. Ce n'est pas seulement en termes de politique des États, mais c'est vraiment aussi en termes de visibilité de la société civile et de cette lutte pour le cadrage, pour les bonnes politiques climatiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir fait revivre ce que tu as vécu sur place toi-même, et évidemment d'une façon analytique. Ces mécanismes de transparence, notamment, je suis sûr qu'on y reviendra dans la conversation. Ces deux lignes de clivage que tu dessines structurent maintenant la négociation climatique. Et c'est très précieux que d'avoir ton éclairage sur ce point. Ça clarifie et ça explique aussi les compromis. Effectivement, les émergents demandent un peu plus de temps avant de réduire notamment leur
usage du charbon, et ceci en échange de moins de responsabilités pour le Nord. Et du coup, comme tu le dis, ce sont les pays vulnérables qui ont la double peine de voir les émissions continuer au risque d'être frappées par du changement climatique majeur, et qui n'ont pas non plus les ressources, qui n'ont pas non plus les fonds qui étaient nécessaires. On en reparlera, j'en suis sûr. Et alors, tu as conclu par l'évocation des sociétés civiles, qui est précisément l'un des thèmes dont traite Amandine. On avait décidé d'emblée, lorsqu'on a fait le casting, lorsqu'on a fait le programme de ce webinaire, de ne pas se cantonner à l'univers des COP, en quelque sorte, hein, qui est très important et qu'on a bien décortiqué, mais de voir aussi combien ce qui se passait en dehors était crucial. Et tu l'as dit d'ailleurs d'entrée de jeu, Stéphane, hein, les pressions des sociétés civiles à l'extérieur. Et d'ailleurs, lorsque une COP se tient, il y a toujours un off, en quelque sorte, qui est dehors, pour le coup, carrément hors du bâtiment ou hors des bâtiments, mais de façon plus structurelle, dans toutes les sociétés du monde, se structure, s'organise. Des mouvements qui font pression sur les gouvernements. Et c'est de ça, notamment du point de vue de la jeunesse, qu'Amandine va nous parler maintenant. Oui, merci beaucoup. Excellente transition. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Donc, effectivement, après la présentation du contexte et la présentation de la COP en elle-même, moi, je souhaitais présenter des premiers avis sur les jeunes et la COP26. Pour différentes raisons, effectivement, c'était l'opportunité de parler de la société civile. Alors, on va voir qu'elle s'engage en dehors des COP, mais en fait aussi à l'intérieur des COP. Et puis, j'ai décidé aussi de prendre cet angle-là parce que c'est un acteur de la société civile assez transversal, on verra, et dont on a aussi quand même beaucoup entendu parler pour la COP26. Je réalise juste que je voulais quand même mentionner que ma co-auteure pour le livre sur les politiques européennes, c'est Elena Cavata, et que sinon, mon co-auteur pour les 2 autres manuels, c'est Jean-Frédéric Morin de l'Université Laval. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'introduction. Aussi, peut-être juste expliquer de quel point de vue je parle. En fait, je parle finalement au nom d'une petite équipe quand même, donc je voulais les mentionner. Hee-Yan Kang, qui est postdoctorante avec moi, et Maxime Gabory, qui est doctorant aussi avec moi. Et parce que depuis donc, janvier 2021, on a un projet FNRS, donc c'est l'équivalent du CNRS, mais en Belgique, sur les jeunes en politique internationale de l'environnement. Donc, je vais vous présenter. Donc, Maxime Gabory a participé à la COP26 avec Yann, on l'a suivi, mais donc en ligne. Il y avait quand même un certain nombre d'événements, notamment des événements parallèles qu'on pouvait suivre en ligne. Voilà, on a fait aussi un petit sondage auprès de certains jeunes qui sont allés à la COP. On a fait évidemment une revue de presse et une analyse des communiqués de presse. Donc voilà, c'est tout ça qu'on voulait un petit peu synthétiser. Et donc moi, j'ai choisi juste de l'organiser sous forme de questions, peut-être, qu'on peut avoir par rapport à la jeunesse et la COP26. Peut-être d'abord se demander, est-ce que la COP26 est particulièrement marquée par plus d'engagement des jeunes? Donc ça, c'était ma première grande question. Ensuite, peut-être voir que voulaient les jeunes pour la COP26 et pourquoi peut-être c'est intéressant de s'intéresser aux jeunes aussi pour comprendre l'agenda des négociations et l'évolution possible. Et puis, rapidement voir qu'est-ce que les jeunes ont éventuellement obtenu à la COP26 ou pas. Alors, pour la COP26, est-ce qu'elle est marquée par plus d'engagement des jeunes ? Moi, je voulais revenir justement sur cet engagement des jeunes et peut-être d'abord dire que non, l'engagement des jeunes, en tout cas, n'est pas un phénomène particulier de la COP26. Les jeunes participent aux négociations climat depuis qu'elles existent, comme le disait Ami, donc depuis 1994. Peut-être aussi préciser que les jeunes font partie de ce qu'on appelle les groupes majeurs. Donc, c'est vraiment une catégorie d'acteurs de la société civile reconnue comme telle par les Nations Unies. Et la définition, c'est tout individu de 30 ans ou moins, donc c'est 0-30 ans, ou toute organisation qui travaille sur des sujets qui concernent les 0-30 ans.
Ça aussi, peut-être, c'est important de le souligner, parce que donc, finalement, c'est une catégorie extrêmement large, où il y a à la fois des enfants, mais aussi des adolescents et aussi des jeunes adultes, voire des professionnels. Je voulais aussi partager juste mais vraiment quelques diapos qui vont un peu m'aider aussi à vous présenter cette historique de l'implication des jeunes. Alors, je vais partager mon écran. En espérant que ça fonctionne. Oui, oui. Oui. Ok, très bien. Moi, du coup, je ne le vois plus très bien, mais ce n'est pas grave parce que j'ai imprimé ma présentation. Donc, ici, c'est par exemple, donc c'est un graphique qui vous reprend tous les participants qui représentent la jeunesse dans les COP climat depuis le début. Donc, on voit bien effectivement qu'à la COP 1, bon, ils et elles ne sont pas très nombreux, mais il y en a déjà. Et ce qu'on remarque, c'est que effectivement, à partir de la COP, alors surtout 15, donc la COP 15, vous en avez parlé, enfin Annie et Stéphane en ont parlé, c'est la COP de Copenhague. La COP 15, on a quand même déjà plus de 1000 participants qui représentent la jeunesse. Et alors, on voit effectivement que COP 26, on a beaucoup de jeunes, puisqu'on est à peu près à, on va dire, 1300 sur 22 000 participants qui sont enregistrés officiellement à la COP. Donc ça, c'est la liste des participants officiels qui est fournie par la Convention cadre des Nations Unies. Donc non, la jeunesse, ce n'est pas un phénomène nouveau dans les négociations climatiques. L'autre chose qui fait dire ça, c'est qu'en fait, en parallèle, enfin même avant chaque COP, donc conférence des parties, sont organisées les COI, donc c'est les Conference of Youth. Donc c'est les conférences des jeunes qui ont lieu quelques jours en fait avant les COP climat et qui ont pour objectif de rassembler ces jeunes pour qu'ils échangent de l'information, pour qu'ils créent des réseaux et pour qu'ils se préparent à la COP. Donc ici, la COI, c'était la COI 16, donc juste avant la COP 26, et donc elle était du 28 au 31 octobre. Donc je viens de dire COI 16, et donc à nouveau, ça veut bien dire que ça fait 16 ans que les jeunes s'organisent pour participer au COP climat. Et ça fait 16 ans qu'on a ces réunions de quelques jours juste avant les COP climat. Donc non, ce n'est pas un phénomène complètement nouveau. Et à ce sujet-là aussi, je crois que c'est important de reconnaître que depuis 2009, les jeunes sont même représentés par un groupe officiel au sein de la COP qui s'appelle le YONGO, Young NGO, enfin, c'est une espèce de mix. Donc, YONGO, créé en 2009 et qui permet cette participation, on va dire, plus officielle des jeunes. Alors, par contre, oui, mon graphique montre aussi qu'il y a quand même un phénomène spécial de la jeunesse à la COP26, puisqu'on voit ici, COP26, on est presque au double de participants qui se revendiquent comme soit jeunes, soit qui se revendiquent comme représentant la jeunesse, si on compare par rapport à la COP de Paris. Alors, il y a quelques éléments quand même à mentionner ici, qui ont déjà été mentionnés par Annie, ont été mentionnés par Stéphane, je pense qu'ils sont vraiment importants pour comprendre aussi la société civile à la COP26, qui est qu'elle a effectivement été retardée d'une année. Ce qui fait qu'il y a pas mal de groupes de la société civile qui ont essayé de bénéficier de ce temps-là pour se préparer et se mobiliser pour la COP26. C'est le cas des jeunes. Donc, l'année dernière, il n'y a pas eu de COP, mais ils ont quand même organisé une COI virtuelle en ligne pour se préparer quand même à d'éventuelles négociations climat. Et c'est vrai que sur ce point-là, ils sont extrêmement bien organisés. En fait, ils étaient déjà extrêmement bien organisés en ligne avant la crise du Covid. Ils ont continué à l'être, et donc c'est vrai qu'ils se sont aussi beaucoup préparés. Et puis, ça, il faut le noter, ça, je pense que c'est vraiment important, la COP26 était du coup extrêmement attendue de la part de la société civile et aussi de la part de la jeunesse. Et surtout, je pense que tout le monde a entendu parler du mouvement Fridays for Future, qui attendait aussi de façon assez conséquente cette COP26. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était un autre graphique, un tout petit peu différent. Donc, en fait, celui-ci, c'est vraiment le nombre de participants, donc les individus, les personnes. Et puis, ce graphique, au contraire, c'est le nombre d'organisations, donc d'ONG,
alors qui, à nouveau, soit représentent la jeunesse, soit même sont dirigés par des jeunes, soit qui se revendiquent travailler dans le domaine de la jeunesse. Et donc, plus que, on va dire, un boom du nombre de participants jeunes, on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'organisations qui représentent la jeunesse dans les négociations. Et là, c'est vraiment flagrant. C'est la première COP où on a plus de 250 organisations qui représentent des jeunes dans les négociations climat. Donc, le phénomène des jeunes n'est pas nouveau. Par contre, c'est vrai qu'il prend une ampleur certaine. Et l'autre chose aussi à signaler, c'est probablement l'ampleur que la présence des jeunes a prise dans les médias. Donc, une couverture médiatique de la présence des jeunes extrêmement importante. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu Greta Thunberg citée dans la presse. Donc, c'est cette jeune activiste suédoise. Elle a participé à la COP26. Elle est apparue plusieurs fois à cette COP26. Il y a énormément d'autres événements organisés par les jeunes qui ont été relayés par les médias. Et alors, c'est ça aussi que je souhaitais préciser. Il y a donc, ce que je vous ai montré, en fait, mes graphiques, ce sont vraiment les participants qui sont enregistrés à la COP. Donc, ils participent aux négociations formelles. Alors, ils ont un statut d'observateur ou d'observatrice, donc ils ne peuvent pas assister à toutes les réunions, mais il y en a quand même un certain nombre qui leur sont ouverts. Et ils peuvent aussi faire des annonces officielles, donc vraiment participer aux négociations, ce qu'on appelle le IN. Et puis, effectivement, il y en a eu aussi beaucoup. Et donc, sur ici, cette diapo, c'est à gauche, par exemple, un exemple de ces jeunes en fait, qui sont impliqués dans les négociations. Donc ici, c'est un meeting justement de Youngo, ce groupe qui représente les jeunes dans les négociations climat, et donc pendant la COP. Donc ça, c'est, on va dire, les mobilisations formelles. Ce dont on a beaucoup entendu parler dans la presse, c'est plutôt l'autre côté de ma diapo, qui là vous présente les manifestations, notamment organisées sous la coupe de Fridays for Future, mais pas uniquement, qui ont ces manifestations donc rassemblé énormément de jeunes. Donc, quand vous voyez que... Alors, plusieurs choses. Donc, quand vous voyez que sur mon graphique, on a 1300 jeunes enregistrés à la COP, on en a encore beaucoup plus qui participent à ces manifestations en parallèle de la COP. Mais je voulais aussi signaler qu'au sein de ces 1300 qui participent à la COP, il y en a quand même beaucoup pour la COP 26 qui viennent de Fridays for Future. Donc en fait, Fridays for Future n'est pas une organisation formelle, mais si vous regardez les listes de participants à la COP 26, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui se rallient en fait à d'autres organisations de jeunes qui sont reconnues par la COP, mais qui indiquent quand même leur affiliation à Fridays for Future. Tous ces jeunes, ils ont aussi leurs actions ont aussi été relayées par la presse et les médias parce qu'ils ont été particulièrement actifs. Pendant les COP, il y a aussi ce qu'on appelle les événements parallèles, qui sont des présentations qui peuvent être faites par des délégations, mais aussi par la société civile. Il y a eu énormément d'événements qui ont été organisés soit par les jeunes, soit autour de sujets liés à la jeunesse. Et donc, par exemple, que ce soit Youngo ou Fridays for Future, ont, dans les deux cas, organisé ce qu'on appelle les side events, des événements parallèles, avec par ailleurs la possibilité cette année de les suivre en ligne, ce qui a en partie aussi favorisé cette médiatisation et le suivi des revendications des jeunes. Donc, est-ce que la COP26 a été particulière pour cet engagement des jeunes? Alors, non, dans le sens où les jeunes ne sont pas nouveaux dans ces négociations-là, comme je vous l'ai montré. Oui, parce qu'effectivement, l'ampleur, en tout cas, de leur mobilisation augmente. Et que ce soit la participation formelle, qui a toujours été présente via Youngo, et que ce soit aussi, effectivement, les manifestations en parallèle des COP. Alors, ma deuxième grande question, c'était que demandent ces jeunes et peut-être aussi, du coup, lié à ça, pourquoi s'intéresser en fait à la jeunesse en lien à la COP26 ? Alors, il y a eu plusieurs initiatives, en fait, de la même façon que les gouvernements sont venus à la COP avec leur programme d'action ou leurs propositions, de la même façon que Stéphane l'a expliqué,
il y a certains accords qui ont été conclus en parallèle, peut-être des documents officiels. Il y a eu tout un tas de partenariats signés sur des thématiques spécifiques. Les jeunes sont aussi arrivés à la COP 26, avec ce qu'on appelle des position papers, donc avec leurs revendications. Et donc, en particulier, avec 3 documents que j'ai mis ici sur ma diapo, qui sont issus de processus assez différents. Donc, peut-être sur ce point, qu'est-ce que la jeunesse demande? On peut peut-être aussi déjà signaler qu'en fait, elle a beaucoup de revendications différentes et aussi beaucoup de systèmes d'organisation différents. Donc ici, par exemple, au centre de la diapo, vous avez le Youth for Climate Manifesto, donc le manifeste de Youth for Climate, qui est en fait un document qui a été rédigé par 400 jeunes en amont de la COP26, pendant une réunion internationale qui a eu lieu à Milan, et qui a réuni ces 400 jeunes qui se sont mis d'accord sur en fait 15 points qu'ils souhaitaient mettre à l'agenda de la COP26. Alors, le document fait quand même 38 pages. Voilà, donc je l'ai ici avec moi. Je ne vais pas vous le lire. Ce qui est particulier de ce manifeste Youth for Climate, c'est qu'il commence effectivement par des revendications concernant la participation des jeunes aux décisions des COP climat. Puisque la jeunesse considère à la fois qu'elle est en première ligne de ces changements climatiques, puisque c'est une question aussi de durée de vie, on va dire, de génération. Elle sera là dans plusieurs dizaines d'années quand les conséquences des changements climatiques seront encore plus sensibles. Et des revendications aussi liées au fait que la jeunesse considère que du coup, elle sera vraiment partie prenante à cet agenda qui est en train d'être décidé maintenant, donc partie prenante pour le mettre en œuvre. Donc les 3 premiers points de ce manifeste concernent une demande de plus de participation formelle au processus de décision, plus de capacité. Il faut voir qu'en fait, ça c'est assez remarquable, parmi ces 1300 participants jeunes à la COP 26, il y en a quand même énormément qui participent sur base volontaire. Il y avait cet événement parallèle de Fridays for Future, où il y avait des activistes de Fridays for Future qui expliquaient qu'ils avaient effectivement dû négocier avec leurs écoles, collèges, lycées, pour obtenir le droit en fait d'aller à la COP26. Et ils le disent eux-mêmes, ils sont obligés de faire un choix entre suivre leurs études de façon classique et entre guillemets sécher les cours pour pouvoir aller à la COP26. Donc la plupart sont volontaires et souhaiteraient effectivement qu'il y ait plus de possibilités et aussi de financement pour leur participation. Si on regarde la suite du manifeste, par contre là, on a énormément de revendications sur énormément de thématiques différentes, beaucoup qui ne concernent, enfin toutes les autres en fait revendications, les 12 autres, ne concernent pas spécialement la jeunesse et concernent des grandes problématiques qui ont été déjà introduites par Annie et Stéphane. Donc, par exemple, la question du financement pour l'adaptation, la question en général, l'augmentation du financement pour l'atténuation et l'adaptation, la question de la transition énergétique, la question de l'éloignement du système actuel qui utilise beaucoup les énergies fossiles, etc., etc. Donc, les 12 autres points sont vraiment sur d'autres thématiques. Mais ce manifeste, ça n'était qu'un seul des documents qui a été fourni par ces jeunes, en tout cas par des réseaux d'acteurs de la jeunesse dans les négociations. Il y a eu aussi donc, le Global Youth Statement qui apparaît normalement, j'espère, à gauche de ma diapo. Et celui-là vient directement de la COI. D'ailleurs, vous voyez le logo de la COI dessus. Et donc, celui-ci a été rédigé par 40 000 jeunes qui ont participé à la COI. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, la COI était à la fois en présentiel, donc à Glasgow, et aussi en ligne, organisée aussi en ligne par ces jeunes. Alors là, on a un document qui fait 69 pages. Et on a un document qui reprend à nouveau énormément de revendications, très peu dans celui-là qui concerne la jeunesse, mais énormément de revendications, par exemple, en lien avec la responsabilité
des États. Donc, une demande de mécanisme, par exemple, de responsabilité et renforcée, en fait, pour aider cette dynamique de la transparence. Et puis, il y a quand même un troisième document qui a été soumis par plusieurs organisations de la jeunesse transnationale. Et donc, c'est cette Climate Declaration. Là, on a les signataires en dessous. On retrouve encore Yongo, mais on trouve aussi d'autres organisations. Cette déclaration-là est beaucoup plus courte, mais à nouveau concerne des objectifs qui sont extrêmement généraux et qui concernent en fait toutes les grandes thématiques à nouveau dont on vient de parler, l'adaptation, le changement des énergies, enfin des ressources énergétiques, etc., etc. Donc, ce qu'il faut juste ici souligner, c'est la diversité de ces documents, peut-être leur longueur aussi, et le fait qu'ils contiennent des revendications qui vont bien au-delà des questions de jeunesse. Et par ailleurs aussi, on voit bien dans ces documents que ces jeunes souhaitent vraiment contribuer à l'agenda climatique, aux progressions et, on va dire, surveiller les progressions des États, et ils ne souhaitent pas uniquement être des observateurs passifs de ces processus. Ça revient vraiment beaucoup dans ces déclarations de jeunes. Alors, assez rapidement, parce que sinon le temps passe, qu'est-ce que ces jeunes ont obtenu ? Ah, pardon, je croyais que j'avais, mais non, je pensais que j'avais une autre diapo, mais en fait, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Alors, c'est un peu difficile, à nouveau, parce que les revendications étaient extrêmement grandes et puis le nombre de jeunes présents était extrêmement grand. On peut juste noter que dans les documents finaux, on a une mention qui est faite aux droits des enfants et puis on a une mention à la question de l'équité intergénérationnelle. Ça, c'est aussi vraiment important de noter que dans tous ces documents qui ont été transmis par la jeunesse, il y a donc à nouveau très peu de revendications qui concernent les jeunes et aucune qui ne pousserait à un clivage entre générations. L'idée, c'est vraiment plutôt la justice climatique, la participation de tous aux efforts sur le climat. Alors, la Convention climat a fait un communiqué de presse sur les résultats de la COP vis-à-vis de la jeunesse. Et c'est un communiqué de presse qui insiste beaucoup sur le fait que 23 États, par exemple, ont inclus pour la première fois des questions liées à l'éducation sur le climat dans les plans nationaux qui sont soumis lors de la COP26, avec soit des objectifs d'inclure les questions climatiques dans les programmes d'éducation, notamment à l'école, ça c'est le cas par exemple de l'Italie, soit j'avais d'autres pays, la Corée du Sud, je crois, non c'est ça aussi, la Sierra Leone, l'Italie, mais donc 23, soit alors des objectifs de neutralité carbone dans le secteur de l'éducation. Donc, essayer de faire un effort pour que voilà, les bâtiments scolaires, etc., on ait une neutralité carbone. Le ministre anglais a aussi effectivement indiqué qu'un des objectifs serait d'équiper et d'habiliter les jeunes à participer à cet effort climatique. Alors, par rapport à ce communiqué de presse de la Convention climat, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il insiste effectivement beaucoup sur les questions d'éducation au climat, qui sont présentes dans les revendications des jeunes, mais finalement très peu. Si on regarde le manifeste Youth for Climate, la question de l'accès à l'éducation sur le climat et sur les questions climatiques arrive en 13e position sur les 15 points qu'ils ont défendus. Alors, pourquoi à nouveau? C'est parce que pendant longtemps, donc il y a toujours un peu, on a l'impression, un espèce de réflexe de la part des États de s'investir dans la jeunesse par des programmes d'éducation, par des programmes de formation, etc. Tout, entre guillemets, les jeunes, tous ceux qu'on a côtoyés qui participent à cette COI ou à cette COP26 reconnaissent l'importance de ces processus, mais voudraient aussi aller plus loin, et notamment, par exemple, participer en amont des décisions. Donc, de ce point de vue-là, ils ne sont pas tout à fait satisfaits de ces avancées. Ce qu'ils souhaiteraient, eux, c'est vraiment, par exemple, dans ces plans nationaux, que ces plans nationaux incluent la création de ce qu'on appelle les conseils de la jeunesse, par exemple, pour
conseiller les gouvernements sur les plans à mettre en œuvre en général pour le climat, et pas juste, par exemple, sur les questions d'éducation de la jeunesse. Par contre, il y a un point sur lequel la jeunesse est particulièrement intéressante, satisfaite, on va dire, et c'est vrai que c'est un point qui concerne l'ensemble de la société civile et qu'il faudra suivre par le futur. C'est un mécanisme qui est discuté au sein de la COP 26 et de l'accord de Paris qui s'appelle Action for Climate Empowerment, ACE. Donc, action pour l'habilitation à s'investir dans le climat. L'ACE, c'est une action pour essayer justement de favoriser la participation de tous les acteurs de la société civile dans les négociations climatiques. Et ça a fait l'objet d'un accord et d'une déclaration finale. Et par exemple, Youngo était particulièrement contente, l'organisation, parce que la question des jeunes et de l'implication des jeunes dans ces actions pour le climat apparaît 15 fois dans le texte final. Donc, si vous regardez la référence ICNUS, elle arrive 15 fois. Mais à nouveau, c'est sur ce point positif. C'est ce que j'allais faire. C'est exactement ce que j'allais faire avec la suite de ce dispositif qui sera donc en juin 2022. Je vous remercie. Merci à vous. Merci je participe beaucoup. bien volontiers à la discussion. Tout à fait. Nous allons l'ouvrir maintenant. On voit combien cette cause environnementale est une cause jeune. Elle risque de l'être encore plus d'ailleurs que lorsque l'on voit que l'âge du vote va être abaissé à 16 ans en Allemagne et on va bientôt voir un vote jeune qui sera sans doute aussi un vote surdéterminé par des considérations environnementales. Ce sera à suivre cela aussi. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes et donc le temps d'une discussion. Je vois déjà 2 questions dans le Q&A, comme on dit en anglais. N'hésitez pas à en ajouter d'autres. J'aimerais moi revenir sur 2 points le temps que les questions apparaissent. 2 points qu'ont évoqué Ami et Stéphane, et puis un point qu'a évoqué aussi Amandine. Le point qui m'interpelle dans ce que vous avez présenté, pour finir, c'est celui de la transparence. Le mot a été utilisé plusieurs fois. C'est évidemment un élément clé. Et Ami a aussi parlé de vérification, transparence, vérification, tout ça va un peu de pair. Concrètement, pour prendre un exemple, la question des forêts, de la reforestation que Stéphane a évoqué aussi, est-ce que c'est un bon exemple de la façon dont on pourra vérifier les travaux de reforestation ou l'arrêt de la déforestation? Je prends exprès un exemple très concret parce que m'intéressant à l'Inde, j'ai fait des recherches pour voir qu'est-ce qu'on pouvait dire de la couverture forestière indienne. En fait, très peu de choses, parce que les données sont particulièrement difficiles à trouver. Les critères pour définir ce que c'est qu'un couvert végétal varient facilement d'un pays à l'autre. Bon, je fais exprès de mettre, entre guillemets, la barre assez haut, mais c'est une question qui est particulièrement importante que de savoir comment est-ce que la transparence peut être mise en œuvre dans des cas comme celui-là. Et l'autre question que j'avais pour vous concerne la sortie des investissements dans les énergies fossiles. Alors, pétrole et gaz notamment. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être vérifié? Est-ce que la tendance va véritablement dans cette direction, sachant que les explorations pétrolières, y compris dans les zones maintenant accessibles au-delà du pôle Nord ou au-delà du cercle polaire, sont visiblement d'actualité? Voilà des enjeux très concrets, mais qui nous permettent de tester, en un sens, ces dispositifs tellement importants, ces mécanismes tellement importants, mécanismes de transparence, mécanismes de marché dont vous avez parlé. Et Amandine, une seule question, les jeunes s'organisent, avez-vous dit, et la COI est clairement un instrument majeur de cette organisation. Qui est derrière cette COI? Qu'est-ce qui fait que 40 000 jeunes peuvent ainsi se retrouver, ou en tout cas élaborer ensemble un document? Il doit y avoir un mécanisme derrière dont on aurait besoin de connaître la logique.
Alors, j'ai bien fait d'être un peu long parce que ça a permis aux questions de tomber. Je vous propose de répondre brièvement à mes questions, surtout si elles vous paraissent intéressantes. Sinon, vous me le dites et on peut tout à fait les écarter. Et il y en a d'autres encore meilleures qui se sont accumulées. Moi, je voudrais dire quelque chose, si c'est possible. Est-ce que, Bien sûr, vas-y, Ami. Ah bon, d'accord. Oui, je trouve qu'on ne peut pas quand même faire une réunion, un échange sur le bilan de la COP 26, et en particulier la question de la transparence, etc., sans évoquer cet énorme, comment dire, écart, par exemple, qui s'est concrétisé sur la question du 1,5 et du 2 degrés. À l'accord de Paris, on était… bon, l'objectif des 2 degrés au dernier moment, si on peut dire, au cours même de la réunion de Paris, a été jugé absolument insuffisant par les pays en développement pauvre, la coalition des petites îles de Laosis, etc. Et finalement, pour accepter l'accord, on a mis 2 degrés et si possible 1,5. Ne pas dépasser le 2 degrés et si possible 1,5 degré. Maintenant, 5 ans plus tard, alors que les émissions ont augmenté notoirement de chaque année, hein, à peu près de 15% à partir d'ici 2015. Eh bien maintenant, si vous voulez, pour obtenir les 2 degrés, c'est pas une courbe qu'on a, hein, c'est une falaise, c'est impossible. C'est-à-dire, il faudrait qu'en 8 ans, nous sortions là, nous baissions de je ne sais plus combien, car Stéphane doit connaître le chiffre mieux que moi, mais c'est plus que 3 à 4% par an, tout de suite, demain. Bon, évidemment, c'est absolument invraisemblable, ça n'aura pas lieu. Or, je crois qu'il est important quand même que les personnes comme nous, qui analysons le processus, à un moment donné, quand on parle de ça, il y a une transparence à dire ça. Et pas à dire l'objectif des 1,5 degrés est toujours vivant, on s'en réjouit, c'est très bien, etc. Et ce hiatus-là, je pense que c'est aussi ça qui donne le blablabla de Greta Thunberg ou des autres, parce que tout le monde se rend compte de cela. Tout le monde voit bien que les émissions n'arrêtent pas d'augmenter et que, comme on l'a dit et Stéphane l'a précisé, etc., les grands émergents aujourd'hui, l'Inde, la Chine, au dernier moment de la conférence, cherchent à gagner du temps pour sortir du charbon. Donc, elles vont continuer à augmenter. Et donc, pourquoi je veux dire, je crois que c'est très important que les gens qui analysent le processus ne soient pas dans cette même langue de bois des dirigeants du multilatéralisme qui jouent leur pièce à chaque fois avec ce langage. Et puis, alors, parce que je réagis peut-être un peu vivement, par rapport à la question des jeunes, ce que je voudrais dire à Amandine, c'est que quand même, à Copenhague, où la COI n'existait pas encore, c'est là qu'elle a été créée. Hein, en 2009 à peu près, puisque ça fait justement 16 ans. Enfin, il y avait 100 000 jeunes dans la rue qui ont manifesté, plus qu'à Glasgow. Donc ça, c'est quelque chose de très, très ancré, ce problème de la montée de l'impatience de la jeunesse qui est insatisfaite des résultats de politiques qui sortent de ces COP. Et donc, je crois ce que je voulais dire, c'est que quand on parle du mouvement de la jeunesse, l'accueil, c'est très important. C'est 1200 enregistrés. Ensuite, c'est 40 000 qui, peu ou prou, participent à un texte en ligne, etc. et convergent. Et il y a aussi des dizaines de milliers. D'ailleurs, nous-mêmes, moi, j'ai participé à des réunions avec des jeunes des pays en développement qui ne pouvaient pas venir et à qui on parlait avant, c'est-à-dire en ligne, des conférences Zoom. Il y en a eu plein qui auraient voulu être à Glasgow. Et évidemment, étant donné la situation actuelle et les difficultés à la fois de voyage, de Covid, de visa et d'argent, parce que c'était quand même un très gros budget pour ces délégations de venir, n'ont pas pu le faire. Donc, c'est vrai que c'est encore plus que ce qu'on peut percevoir sur place. Mais ce qui est très difficile, et il faut en tenir compte, c'est ce divorce, ce hiatus entre
voilà, les résultats et la façon dont on en parle. Parce que même pour les forêts, si vous voulez, les scientifiques, qui va aujourd'hui vérifier et regarder comment les engagements sont suivis, comment ils sont suivis. Même les scientifiques n'arrivent plus à le faire. C'est-à-dire il y a des choses qui peuvent se faire par surveillance aérienne pour les très grands pays. En particulier, c'est vrai que la Chine, quand elle dit qu'elle va reforester, etc., bon, il y a par les satellites, etc., il y a des façons d'entrer dans la vérité des choses. Mais d'une certaine façon, cette vérité-là, quelque part, si le pays ne la reconnaît pas, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne va pas faire la guerre à la Chine, parce que ce qu'elle dit qu'elle déforeste, elle ne le fait pas vraiment, ou l'Inde, etc. Donc, on est toujours là-dedans. Et je crois que ça, c'est très important. C'était ma crainte, Ami. Et merci de ce coup de gueule, parce qu'effectivement, il permet de parler vrai. Et c'est important de ne pas être prisonnier des mécanismes institutionnels et de ramener parfois la réalité du terrain sur l'avant-scène. Stéphane, un mot simplement peut-être, et notamment sur ces questions de désinvestissement des énergies carbone. Oui, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de questions aussi dans le chat. Oui, on va y venir tout de suite. Les questions que vous avez posées. Une des choses, je voulais juste peut-être revenir sur cette question des puits ou de la transparence. En fait, les questions de transparence de manière générale. Je pense qu'il faut peut-être insister sur deux choses. Il y a les transparences, il y a les problèmes de transparence au niveau des émissions, d'une part. C'est un vieux problème, c'est qui compte les émissions qui sont émises en Chine et autres, et d'ailleurs chez nous. Donc, c'est une question aussi de construction de capacité de compter, tout simplement. Ça a été un sujet dans les négociations depuis très longtemps. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, ça revient. Beaucoup de pays en développement disent on ne peut pas tout de suite là avoir les mêmes obligations de transparence que les pays développés parce qu'on n'a pas les capacités. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois, encore là à Glasgow, il y a eu un papier juste au moment de la COP qui réévaluait certaines émissions, notamment de méthane, et donnait des chiffres beaucoup plus importants que ce qui est publié. Il y avait un moment donné où les chiffres de la Chine ont été réévalués d'un dixième, ce qui changeait complètement la balance globale. Donc, il y a des moments comme ça de réévaluation des chiffres sur les émissions. Là où ça devient vraiment compliqué, je pense, c'est quand on rentre dans les puits, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce que absorbent, en fait, les forêts, les pratiques d'usage des terres, les sols, etc. On a des données satellitaires pour certaines, mais au fait, il y a des possibilités finalement de calculer des choses de manière à ce qu'on équilibre les comptes qui sont pratiquement infinis. Et donc, on a vraiment là, il y a un grand danger de créer des échappatoires toujours quand on parle notamment d'émissions négatives, d'émissions venant depuis qu'on se fait compter dans les calculs nationaux, dans les bilans nationaux. Donc sur cette question, donc sur ces questions de transparence, je pense que c'est important de voir un peu ces deux et de voir surtout que toujours quand on parle puis, ça devient beaucoup plus compliqué. Maintenant, il y a eu dans le chat aussi une question sur l'Inde, parce que j'en avais parlé. Et la question, c'est est-ce que, montre un peu la position de l'Inde. Donc, il y a eu une lecture en fait, de la COP aussi de la part de l'Inde, qui n'est pas injustifiée, je pense, au fait, de la partie de certains pays en développement. D'ailleurs, ce n'était pas seulement l'Inde. L'Inde a été soutenue par l'Afrique du Sud, elle a été soutenue par le Nigeria, elle a été soutenue par l'Iran. Par contre, entre le Bangladesh et l'Inde, il y a pas mal de frottements là-dessus. Hein. Exactement. Mais au fait, ce qui me semble important quand même de dire ici, c'est qu'il y a aussi au dernier moment de ces conférences toujours des jeux pour désigner au fait qui est responsable.
d'un échec, d'un truc, etc. Et il y a eu notamment de la part, en fait, de la présidence britannique, cet essai de forcer au dernier moment de la COP, de forcer la main, en fait, à ces pays émergents, en mettant cette notion de phase down, phase out coal dans l'accord, qui a été interprété par certains comme une façon, en fait, de prendre le dessus en termes de discursive, en termes symboliques, d'être les bons, en gros, et d'avoir le méchant qui sont les Indiens. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de ça pour, en fait, si on veut que ces conférences fonctionnent, en fait, il faut créer des alliances stratégiques avec ces pays. C'est ce qui a été commencé avec l'Afrique du Sud, notamment. Il y a eu un programme d'investissement des Allemands, des Européens, France, États-Unis, pour en fait vraiment concrètement sur le terrain essayer de voir qu'est-ce qui voudrait dire une sortie du charbon sans que les problèmes de développement soient mis en arrière-plan. Parce que c'est vraiment crucial. C'est crucial dans cette phase de la transition. Je pense, Ami a eu raison, pour les 1,5 degrés, 2 degrés, c'est peut-être pas la seule question qui compte. C'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser, mais il faut concrètement, qu'est-ce qui veut dire en fait un développement bas carbone pour l'Inde, pour l'Afrique du Sud, etc. Si on ne réussit pas à résoudre cette question, voilà, on est foutu. Merci. On va revenir au chat où il y a beaucoup d'autres questions, mais Amandine, d'abord, cette COI, quelle est la structure qui la permette? Oui, alors c'est une excellente question. Il y a plusieurs éléments de réponse possibles. L'impulsion, en fait, elle est plutôt institutionnelle. Soit elle vient du secrétariat de la Convention de climat, soit des Nations Unies. Les Nations Unies ont par exemple un programme pour favoriser l'implication de délégués de la jeunesse dans les délégations étatiques. D'ailleurs, il me semble qu'un de mes graphes mentionnait en fait les délégués qui sont soutenus par ce programme des Nations Unies. Mais je crois qu'il faut aussi vraiment, vraiment souligner que de façon remarquable, comme je le disais, il y a énormément d'implications de la jeunesse qui reposent sur une base volontaire et d'autofinancement. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la COI, par exemple, est organisée avec ces processus en ligne, en parallèle, à la fois pour des questions effectivement d'accès en fait à la COP, mais aussi pour augmenter cette participation qui parfois n'est pas facile pour des jeunes qui doivent s'autofinancer, qui doivent par ailleurs continuer leurs études ou qui ont des charges familiales. C'est pour ça d'ailleurs que dans le manifeste de Youth for Climate, comme je vous disais, le 2e et le 3e point du manifeste concernent cette question des capacités. Parce que voilà, les jeunes eux-mêmes reconnaissent les limites, avec ceci dit une toute petite nuance aussi, qui est que parfois les programmes sponsorisés ne leur permettent pas toute la liberté dont ils souhaiteraient évidemment pouvoir bénéficier. C'est-à-dire que quand vous avez voilà, des programmes sponsorisés sur des thématiques particulières, par exemple, eh bien, ça limite leur implication. Mais c'est aussi un énorme travail de volontariat. Et pour finir aussi, juste pour signaler que c'est aussi une des limites peut-être de l'organisation de la jeunesse, qui est que en fait, d'année en année, les jeunes se passent, on va dire, la charge de l'organisation de ces COI, par exemple, puisqu'effectivement, c'est un travail considérable et eux-mêmes le reconnaissent souvent, soit dans les entretiens qu'on fait, soit qu'ils arrivent à le faire, mais que sur quelques années, sur une année ou deux. Et effectivement, moi, j'ai essayé de voir dans tous ces participants au COP Climat de toutes mes COP, est-ce qu'il y en a qui ont fait plusieurs COP? Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis 5, 6, 7 ans? Et en fait, non. Tous ceux que l'on retrouve arrivent à suivre sur 1, 2, maximum 3 années. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils doivent assez rapidement passer le flambeau et ça ne leur permet pas toujours de pouvoir capitaliser en fait, sur leur connaissance des COP. Merci beaucoup. Il est 18h30, mais je vous propose de prendre 10 minutes supplémentaires pour examiner des questions qui sont toutes très intéressantes. On va néanmoins
faire une sélection et puis les regrouper. Il y a une question qui revient de la part de deux interlocuteurs, c'est celle de l'agriculture. L'agriculture dont on n'a pas parlé ce soir, pensez-vous que le rôle de l'agriculture et des systèmes agroalimentaires reçoivent l'attention qu'ils méritent? Ça, c'est une question posée par Emal Taker. Et un spectateur anonyme demande: la grande oubliée de la COP26 n'est-elle pas l'agriculture? Si les questions énergétiques ont été mieux traitées par la COP, ce n'est pas le cas des enjeux agricoles. L'envolée des prix des matières premières agricoles de base rappelle pourtant la vulnérabilité de l'agriculture face au réchauffement climatique. Pourquoi un tel angle mort? Ça, c'est une question que je vous soumets. Il y en a une deuxième qui revient dans le chat, c'est celle de ce mécanisme de la COP. Est-ce quelque chose auquel on réfléchit? Est-ce que les organisateurs considèrent que c'est optimal ou qu'en tout cas on ne peut pas faire mieux? Joseph nous dit: observez-vous un désintérêt croissant pour la négociation diplomatique climatique qui n'apparaît plus comme une réponse à la hauteur des enjeux? Ça a à voir avec cette question, bien sûr. Et on a d'autres questions qui rejoignent celle-ci. Y aurait-il des réflexions collectives sur l'évolution même des COP, de leur format, de leur périodicité, pour les rendre plus efficaces? Et puis il y a une troisième question générale. Oui, on peut le dire ainsi, vu le poids des deux pays en question, la Chine et les États-Unis, dont on n'a pas parlé aussi non plus, mais qui ont quand même noué un dialogue qui peut être prometteur. Et puis, last but not least, il y a toute une batterie de questions sur l'Inde dont vous avez déjà un peu parlé. En tout cas, Stéphane a fait le point sur le moment où l'Inde a été montrée du doigt. Mais une autre question subsidiaire peut être celle de la façon dont l'Inde pourra vraiment arriver à atteindre son objectif d'une neutralité carbone à l'horizon de 2070, comme elle s'y est engagée, ou comme elle l'a promis en tout cas. Un pays comme celui-là en a-t-elle les moyens? Alors là, je vous laisse le choix des questions, mais essayons de leur rendre justice, comme on dit en anglais, et on peut reprendre le tour habituel. Ami, si tu peux traiter de l'une d'entre elles. Moi, je voudrais dire sur les réflexions sur le processus COP. Ça, c'est une question récurrente qui existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on en parle. Je crois qu'il n'y a que d'une certaine façon que dans les pays développés vraiment, etc., où on se pose la question d'arrêter les COP, etc. Non, dans les autres pays, on ne veut pas arrêter les COP. C'est le processus multilatéral, on y tient beaucoup, comme il existe d'autres. Maintenant, il y a des pays qui sont un peu obligés d'y aller. D'une certaine façon, la Chine, elle est obligée d'aller à la COP climat. C'est un acteur majeur et elle le sait. Mais par exemple, elle n'a jamais voulu l'organiser chez elle. Jamais. Il y a des pays qui ne veulent pas organiser les COP. Finalement, il n'y a que l'Europe qui veut vraiment organiser les COP. Et puis maintenant, les Émirats arabes unis et puis l'Égypte qui se sont mis dans la file pour les 2 prochaines. Bon, parce qu'ils espèrent, gagner quelque chose. Mais les vrais grands, enfin, évidemment, les pays du Moyen-Orient, pétroliers directement, parce que là, c'est les Émirats arabes unis sont moins directement producteurs de pétrole que leurs voisins d'Arabie saoudite ou bien, etc., ou du Qatar. Bon, ceux-là, ils veulent pas, parce que c'est trop lourd, ils n'ont pas envie de s'investir là-dedans, etc. La Chine, elle veut bien faire un truc sur la biodiversité, elle n'a jamais voulu faire un truc sur le climat, jamais. D'une certaine façon, en Amérique latine, il y a eu dans les petits pays, le Pérou, etc. Le Brésil l'a fait une fois. Je ne sais même pas s'il l'a fait d'ailleurs, parce qu'il l'a fait en 2012, c'était le 2e sommet de la Terre, et là, ce n'était pas du tout le climat, et d'ailleurs, à ce moment-là, on n'en parlait pas du climat. Donc, ils devaient le faire pour la COP25 initialement, et après, ils sont désistés à cause de Bolsonaro. Oui, exactement. Voilà, d'accord. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus
trop fantasmer sur un perfectionnement du processus. Le processus, il a beaucoup de lourdeur, mais il est, voilà, c'est les processus multilatéraux internationaux, ils ne vont pas, franchement, je crois, changer tellement. Par contre, il y a eu 2 moments où ça a changé un peu, c'est-à-dire Copenhague, où on a vraiment fait rentrer des nouveaux acteurs. On a permis, par exemple, à la coalition des villes, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais c'est important. En particulier, les réseaux de villes développées, les échanges de modèles, tout ça, ça a une importance. En particulier, par exemple, sur les questions agricoles, réseaux de alimentaires pour les villes, durables, etc. Il y a de véritables échanges d'expériences, de solidarité qui sont issus du processus des COP et qui sont arrivés dans les 5-6 dernières années. Ça, c'est important. Mais je ne vois pas un champ. Enfin, ce que nous avions pensé dans notre ouvrage, Stéphane et moi, c'était toujours d'avancer l'idée qu'il fallait qu'il y ait d'autres arènes, pas simplement les arènes des COP, mais des arènes de gouvernance à différentes échelles, évidemment souveraines, des pays souverains, et ça on le voit bien, on rentre dans le dur dans la plupart des pays, par exemple d'Europe, qui quand même, voilà, ou de l'Europe elle-même, régionale, mais il peut y avoir d'autres arènes régionales en Asie ou pourquoi pas en Amérique latine, même si ça ne s'est pas du tout fait, et surtout aussi des arènes sectorielles. C'est-à-dire qu'on sait bien que justement la fabrication le ciment qui représente 4 à 5% des émissions mondiales, l'acier 6%, etc. Il faudrait des arènes de discussion de ces secteurs-là, puisque en particulier, évidemment, beaucoup d'émissions qui sont attribuées à la Chine, qui viennent de ces secteurs, sont pour nous, Européens, Américains, etc., qui consommons les produits ou qui achetons, etc. Donc, et cette idée d'arène sectorielle, ça avait assez avancé à un moment donné autour de Copenhague, et ça, avec la démarche qui a été empruntée pour l'accord de Paris, finalement, ça a été renvoyé au calendrier grec, et de fait, ça n'a pas beaucoup avancé. Merci, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Stéphane, agriculture, Chine, États-Unis. Je vais peut-être continuer sur ça et venir à l'agriculture parce que je pense que c'est vraiment un point important. Et quand on parle toujours de cette réforme de COP, il y a aussi une façon comme si ça ne changeait pas. En fait, c'est en train de changer sous nos yeux. Je pense que à Glasgow, on l'a vu de manière très, très claire, très, très nette que c'est en train de changer. Et que ce qui n'est pas très clair, c'est quelle va être la forme que ça va prendre, parce qu'il y a différentes options. Une des options, effectivement, on voit aujourd'hui, et là, c'est peut-être un tout petit peu en désaccord, que ces approches sectorielles, elles sont en train de renaître. En fait, il y a des discussions sectorielles au sein de la COP de manière plus ou moins reliée. Par exemple, sur l'agriculture, il y a un dialogue qui s'appelle le Coronivia Dialogue, qui, au fait, d'après ce que disent les gens, moi je n'ai pas suivi en détail, je dois dire, mais fonctionne. Donc, c'est un processus qui fonctionne où on discute de l'agriculture, on discute des sols, on discute on échange de bonnes pratiques, il y a des experts. Donc, il y a d'autres, il y a les Marrakech Partnerships, ça s'appelle, qui sont vraiment des questions sur l'énergie, sur différents secteurs, et où, au fait, qui sont rattachés à la COP, mais qui ne sont pas des négociations entre pays. Donc, au fait, on essaie de trouver finalement des formats plus souples qui permettent de contourner ce pouvoir de veto, au fait, qu'il y a dans les négociations. Après, ce n'est pas clair si ces initiatives, si ces processus, au fait, amènent quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui pourra se formaliser à un moment donné. Et donc là, je pense, le troisième niveau, si on veut, il y a ces choses qui se passent sous la COP, puis il y a les choses qui se passent à côté, et puis il y a vraiment ces initiatives qui sont lancées
dont on parlait tout à l'heure, comme par exemple la Beyond Oil and Gas Alliance, comme les initiatives pour les forêts. Et là aussi, la question, c'est pourquoi pourrait-on pas imaginer qu'à chaque COP, ces initiatives-là se réunissent aussi et font état des avancées, font état de nouveaux pays qui se sont réunis. Rien n'interdit d'utiliser l'arène des COP pour ce faire. C'est juste que ça ne se fera pas sous la houlette forcément de la Convention climat, mais ça peut très bien se faire à ce moment-là. Donc, je pense qu'il faut saisir, mais il faut saisir en fait cette occasion de la COP pour aller plus loin, parce qu'on voit très bien que sur certaines questions comme la sortie de subventions pour les fossiles, on ne le fera pas avec l'Arabie Saoudite, on ne le fera pas avec le Qatar, donc il faut le faire avec ceux qui veulent. Et je pense que c'est très important que ces initiatives-là puissent aller de l'avant et puissent peut-être utiliser l'arène de la COP pour ce faire. Je veux dire juste un petit mot, par exemple sur l'agriculture. La Chine, vous savez, elle préside la FAO maintenant. Et donc, elle a un rôle absolument majeur sur la question de l'agriculture en Afrique. Et parce que c'est là où elle investit énormément, où elle propose des modes techniques, des conseils, elle envoie des experts, etc. Et évidemment, en échange aussi, elle achète des tas de productions céréalières ou agricole africaine. Et donc, elle oriente d'une certaine façon le développement de l'Afrique avec des enjeux qui, au lieu d'être transparents et discutés, ou la question de la transition énergétique ou de la question du rapport des sols au carbone et soit affichée, soit elle joue son propre jeu et qui n'est pas du tout celui-là, Donc voilà, dans comment dire, le fait qu'il n'y ait pas une claire perception des enjeux admises dans les différentes arènes fait que chacun fait son petit bazar, je dirais, là où il veut, et en tirant ses propres bénéfices économiques et géopolitiques quand il le peut. Oui, et au moins la COP, elle a le mérite effectivement d'être un lieu d'échange comme toute arène multilatérale. Et c'est ce que vous nous avez bien montré ce soir. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir décrypté ce qui est quand même compliqué et opaque même dans une certaine mesure. On a vu les acteurs, on a vu les mécanismes, on a vu les enjeux. On pourra revenir sur ces thèmes, et on le fera d'ailleurs parce qu'on est dans un cadre éminemment politique à tous les sens du terme, y compris les plus nobles qui soient. C'est organiser la cité pour qu'elle soit durable qui est en jeu ici. Donc merci beaucoup à vous tous. Il est presque 10h45, donc on va s'arrêter. Non sans que je vous ai annoncé avant que le prochain webinaire de la FSP, qui est donc un rendez-vous mensuel, aura lieu en janvier et sera consacré à la présidence française de l'Union européenne. Une occasion aussi de reparler d'environnement, en tout cas on peut l'espérer. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui nous ont suivis d'avoir participé à ce webinaire, le dernier de l'année 2021. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.